Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on jase d'actualité locale, régionale, nationale et des fois on se rend à l'international. On discute, oui, d'actualité, on la commente, on donne notre opinion, on réfléchit là-dessus. Et avec moi, un panéliste de renom, quelqu'un qui en a vu d'autres, quelqu'un d'extraordinaire que j'apprécie énormément, M. Jules Simard. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Ça Ouais. va très, très bien. Est-ce que, malheureusement, j'ai pas fait ma dose ce matin? Non? Non. C'est Même vrai, si hein? c'est légal. Oui, le cannabis est légal depuis ce matin. Là, quand vous écoutez l'émission, c'est déjà enregistré, Ouais. mais c'est légal depuis ce matin. On va en parler tantôt. En fait, OK. c'est une journée historique. Hein. On va voir que je pense, moi, que c'est un peu comme le bug de l'an 2000. On a parlé plus que ce que ça va avoir comme Qu'est-ce qu'il y aura eu conséquence. comme effet? Ouais. On va regarder ça, mais avant ça, on va commencer par des nouvelles plus locales, en fait, de la MRC Marais-Chapdelaine. Premièrement, les nouvelles lois sur la protection des milieux humides. On sait que ça, bon, on a entendu parler, c'est arrivé. Maintenant, ça a l'air de vouloir créer beaucoup de mécontentement, en fait, dans la MRC, parce qu'on a énormément de milieux humides. Il y en a qui disent encore que c'est nous qui payons pour d'autres secteurs où il y en a moins. Qu'est-ce que tu en sais, là? C'est quoi le constat qu'on a par rapport à ça ici? Bien, c'est dans le cadre de l'application, effectivement, de la loi sur les milieux hydriques, là, les milieux humides, donc, qui devrait être en opération, si je peux m'exprimer ainsi, au cours de l'année qui vient. Avant cela, au niveau de la MRC, qui va être le gestionnaire, effectivement, de l'ensemble de ces milieux-là, ils vont avoir une responsabilité, donc, par rapport à ça, sur la protection, sur ce qui va être permis de faire, ce qui ne sera pas permis de faire, OK, dans les milieux hydriques. Or, dans ce contexte-là, la MRC a commandé, tout comme d'ailleurs l'ensemble des autres MRC au Québec ou encore des municipalités qui ont la gestion de milieux humides, ont commandé de faire la cartographie actuellement de ce qui correspondra à des milieux humides. OK. Or, là, on en est à l'étape de faire la cartographie. On n'en est pas à l'étape de dire ça va en être un qui va être de même, puis ça va en être un dans lequel tu vas pouvoir faire des choses. Il y en a un que tu pourras pas. Ça va être, semblerait-il, le débat qui va se faire après concernant l'application de la loi. C'est ce qu'on a. Parce qu'on ne pourra pas changer les milieux humides. Il faut falloir les protéger, c'est ça? Il y en a que tu vas avoir, effectivement, je n'ai pas le libellé en tête là, de la loi, mais il y en a sur lesquels, effectivement, tu devras les protéger. Il ne devra pas y avoir d'activité, encore moins d'activité économique ou d'activité humaine, là, qui vont pouvoir se réaliser là-dessus, surtout sur ceux qui vont être très, très fragiles. OK? Donc, là, on devra fort probablement faire comme des milieux conservés, c'est-à-dire les protéger, que tu ne pourras pas faire d'activité dessus. D'autres, fort probablement que tu vas pouvoir obtenir certains types d'activités qui vont être permis. Et ce qui actuellement suscite un peu la grogne chez, entre autres, les agriculteurs qui, lors de la dernière assemblée, se sont présentés puis ont dit, écoutez, dans certains milieux humides, si actuellement vous le faites et puis nous, il y a du développement agricole possible dans ce milieu-là, est-ce que, on ne sera plus capable d'intervenir, donc on ne sera plus capable de développer le milieu agricole? Ça, c'est vraiment l'aspect. Ce que le préfet, lui, a indiqué par rapport à cette préoccupation-là, c'est qu'il se dit, oui, cette préoccupation-là, elle est réelle. Là, actuellement, on en est à l'étape de dire, si on se tient compte de la définition qu'il y aura dans la loi, quels sont ceux qui sont milieux humides ou pas? Il devrait y avoir, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand même une discussion et une consultation avec l'ensemble du milieu pour savoir, bon, est-ce que c'est un milieu humide qui devra être protégé ou est-ce que c'est un autre, on pourra faire des activités dessus? Ce débat-là devrait se faire, d'après ce que j'ai pu comprendre, avant l'adoption ou l'application de la loi. Exactement. Là, parce que c'est des coûts là, pour les gens qui veulent protéger, qui perdent une partie de leur territoire à cause de la il y a cet élément-là, puis il y a surtout l'élément, c'est ça, c'est que si tu veux développer dans certains... Regarde, on va donner un exemple, là,
des milieux humides, à ma connaissance, une tourbière-lait. OK? On sait qu'il y a de l'exploitation de tourbières ici par des entreprises qui font, qui exploitent la sphaigne et qui la transforment en d'autres types de produits. Est-ce que ce genre d'activité-là va maintenant pouvoir être permis si on fait un milieu humide qui est reconnu? Tu sais, c'est ce genre. Donc, ça a un impact économique, à l'évidence, dans le milieu. Oui, puis si on les protège, parce que aussi ça a un impact environnemental important. C'est fort, c'est ça. C'est toujours, toujours ces deux éléments-là qui sont en cause lorsqu'on détermine, je vais donner l'exemple du caribou forestier, où est-ce qu'on dit, bon, bien, au nord, oui, on a permis de faire des zones où est-ce que tu n'auras pas d'exploitation forestière dessus. Et bon, tu ne fais pas d'exploitation forestière. Dessus, tu as donc un impact économique. Par contre, ça a un impact environnemental qui permet la sauvegarde du caribou forestier. On l'amène comme exemple. J'espère juste que ça va être moins long à régler. Moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, la cartographie, ça devrait se terminer bientôt au niveau de la MRC ici, plus particulièrement, et d'être en mesure de voir, là, c'est toute la question du débat qui va entourer avant de mettre en application la loi. Exactement. Je sais que le préfet s'est fait rassurant lors de la dernière séance, même si au niveau des agriculteurs, on se montrait davantage méfiant que rassurant sur qu'est-ce que ça va arriver. C'est sûr que c'est peut-être décrété que certains secteurs, tu ne pourras pas y avoir de développement économique. Si je suis à côté d'une ferme et que moi, j'avais pensé effectivement faire une exploitation de ce milieu-là, bien là, ça devient problématique. Exact. Bon, on va suivre ce dossier-là de près. Méga projet, écoute, je ne sais pas si ça va voir le jour, là. On sait qu'il y aura le pont ferroviaire qui va traverser de Dolbeau à Mistassini. Et là, il y a des promoteurs qui sont arrivés avec l'idée, un projet de plus d'1 milliard de dollars, de créer un chemin de fer qui va relier Dolbeau-Mistassini à la Côte-Nord pour, en fait, pouvoir... parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lien ferroviaire direct en fait, entre la Côte-Nord et le reste du Québec. Est-ce que tu penses que c'est un projet qui est viable? Bien, ça a été présenté par la Côte-Nord au niveau un organisme de développement économique au niveau de la Côte-Nord, où est-ce qu'on voulait plus particulièrement donner au port de cette île, entre autres, un meilleur achalandage, et ça permettrait à des ressources, effectivement, qui sont exploitées ici, à partir, exactement, de pouvoir être expédiées directement par, entre autres, le port de cette île. Donc, ça devient intéressant pour eux autres. Ils ont soumis ça. Ce qu'on nous a dit, moi, ce que j'ai pu voir à la conférence de presse, il y aurait eu des contacts qui auraient été faits, entre autres, avec la ville de Dolbeau-Mistassini et quelques-uns avec la MRC, mais lors de la dernière séance au niveau de la MRC, le préfet avait indiqué qu'il y avait peu eu d'informations, de communication quand même là-dessus. Et on se dit, avant de prendre une position officielle sur le projet, on aimerait voir les tenants et aboutissants, comme on dit, là, dans le cadre du projet. Je pense que ça peut, globalement, ça nous apparaît comme étant, oui, bien, une porte de sortie, une nouvelle porte de sortie en ce qui regarde avec le lien ferroviaire. Donc, parce que là, on aurait accès à tout le Canada là, à partir de cette île, c'est intéressant. Oui, on pourrait passer effectivement là, avec le train de tout secteur. Pour eux autres, ça représente un moyen de communication, mais ce qu'on voyait davantage, c'était de pouvoir permettre d'utiliser, ce que j'en ai cru
pu en comprendre davantage le port de cette île comme étant une porte d'entrée pour l'exportation, plus particulièrement, là, entre autres, vers l'Europe. Oui, puis si ça voit le jour, là, est-ce que Debout-Mistassini va juste être un lieu de passage comme il y en a plein d'autres, ou il peut avoir des réelles retombées économiques pour le secteur, pour le milieu? Bien là, quand tu vas pouvoir être capable, on l'est capable là, actuellement de relier l'ensemble de toute la région et du Nord et de la Mauricie là, par les liens routiers qui sont, pas routiers, pardon, ferroviaires qui sont déjà en place. On est actuellement la dernière station qui permet de le faire. Là, actuellement, en termes de retombées, bon, ça permet, entre autres, à Résolu de pouvoir expédier du papier, en passant par l'autre côté. Là, il y a toute la question de la mine du Lac-Apol qui, actuellement, il vise davantage d'aller la création d'un nouveau port sur le Saguenay. Ça pourrait régler leurs problèmes aussi, à quelque part, non? Peut-être, oui, si on a le lien ferroviaire entre les deux, là, si on a effectivement le pont ferroviaire qui se construit. Est-ce que le port de Saguenay est sous-utilisé aussi, là? Oui, il y a tous ces éléments-là là, qui entrent effectivement en ligne de compte et ça permettrait, oui, à Dolbeau-Mistassini d'être un relais. Maintenant, pour la question de la mine du Lac-Apol, les retombées pourraient être, par exemple, beaucoup plus grandes, parce que là, le transit se ferait du camion au train beaucoup plus facilement, naturellement, avec le pont entre les deux. Donc, ça permettrait une activité économique supplémentaire à partir de la gare de triage à ce niveau-là. Est-ce que on ne sera on n'est pas une destination finale, on serait effectivement en transit, dans le transit. Jusqu'à quel point l'impact économique va être là, bien, je suis sûr et certain que tu as tout le transfert, beaucoup de transport de marchandises. Est-ce que ça va accélérer aussi, compte tenu du fait qu'on partir d'ici pour aller à la Côte-Nord, est-ce que ça va permettre encore une accélération davantage du transport routier aussi? Peut-être que ça pourrait se faire. Et on pourrait peut-être même penser que ça pourrait amener des usines de transformation. Si, mettons, il y a un minerai qui arrive de plus au nord pour être transformé ici. Ça pourrait se penser, entre autres pour la question de la deuxième, troisième transformation, entre autres dans les produits du bois. Ça pourrait peut-être amener une affluence à ce niveau-là. C'est pour ça qu'au niveau de la MRC, on s'est montré prudent et réservé sur la question. Ah ben oui, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il peut y avoir effectivement des impacts intéressants. Maintenant, qui va financer le milliard? C'est toujours là. On verra ça. OK, bien, on va suivre ça. La porte est ouverte. On va regarder ça et suivre ça de près. Pénurie de main-d'œuvre, on en a parlé abondamment durant la campagne électorale. Ça fait plusieurs années qu'on annonce le désastre. Là, on est les deux pieds dedans, là, avec presque le plein emploi. Une grande pénurie de main-d'œuvre, entre autres dans le nord du lac Saint-Jean. Et on a lancé la stratégie OSE, le pays des Bleuets, pour faire de la rétention des jeunes, attirer des immigrants, plein de nouveaux services. J'ai fait d'ailleurs l'entrevue avec M. Lapointe là-dessus, et c'est très intéressant. C'est une belle stratégie qui a été mise en œuvre. Je ne sais pas si tu as suivi ça un peu. Oui, bien en fait, j'ai pas assisté à la conférence de presse, mais comme on l'avait enregistré, j'en ai pris une bonne partie à ce niveau-là. C'est en fait un moyen, effectivement, pour aider à faire venir des employés, que ce soit via l'immigration ou encore le retour de la jeunesse en région. On le sait qu'il y a... En début de semaine, j'étais à Chibougamau et j'ai pu voir c'est quoi un problème de pénurie de main-d'œuvre. Comment ça? Il y a 8 restaurants à Chibougamau. Et la fin de semaine, il n'y en a que 3 qui peuvent ouvrir parce qu'il n'y a pas de personnel pour ouvrir les Saint-Gaules. J'ai dit, bon, ben c'est ça un problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y en a deux, là, je sais qu'il y en a au moins un à Saint-Félicien puis un à Saguenay, les restos qui ont fermé à cause. À cause de la pénurie de main-d'œuvre. C'est véritablement ça devient problématique et pas juste pour les emplois
surqualifiés ou qualifiés. C'est aussi des emplois normaux que l'on a, où est-ce que c'est davantage le travail manuel qui peut peut-être être mis de l'avant. On a aussi des pénuries à ce niveau-là. Ça devient assez problématique et très, très, très handicapant pour non seulement le développement économique, mais pour assurer une activité économique normale dans un milieu. Oui, parce que là, les modèles nous parlent qu'il y aurait 10 % moins de personnes dans un avenir pas si lointain dans la MRC Marie-Chapdelaine. C'est beaucoup de monde en moins. Exact, en plus, avec la population qui vieillit, il y a de moins en moins de gens qui vont être aptes au travail. Donc, on va avoir besoin de ces gens-là si on veut continuer à avoir des services, continuer à avoir un secteur qui est vivant. Et la question de la pénurie de main-d'œuvre nous amène, on en discute avec Ose de Pays des Bleuets, là, mais où est-ce qu'on peut voir et revoir le phénomène des personnes à la retraite qui retournent aussi sur le marché du travail. Et j'en suis une partie de cet exemple-là où j'ai bien voulu revenir dans le métier au niveau ici de la télévision. C'est un phénomène où est-ce donc pas qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre de beaucoup plus intéressant pour me remplacer, fort probable. Non, mais bon, on a fait appel à moi, à ce niveau-là. On va voir et on va assister à ce phénomène-là aussi dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre que l'on a. Est-ce qu'il va rester des retraités? Peut-être, fort probable. D'ailleurs, c'est à espérer, parce que théoriquement, ils ne sont supposés de dépenser davantage que d'autres. Mais c'est le phénomène. Et c'est pour ça que la stratégie de main-d'œuvre qui a été adoptée, ça permet de dire, bon, ben oui, de quelle façon on peut non seulement attirer, mais aussi garder les gens qui viennent travailler ici. On a des exemples où est-ce que, bon, oui, on sait qu'on a souvent été, pas un laboratoire, mais du lancement pour quelqu'un qui s'en vient, un jeune de l'extérieur qui venait travailler ici, prendre de l'expérience, et à la minute où l'expérience commençait à être là, bon, tu avais un appel des grands milieux qui disait « Tu viendrais-tu travailler chez nous aussi? » Bon, on t'offre telle condition davantage qu'ici. Et bon, on retourne, on recommence à zéro là-dessus. Oui, c'est ça. C'est aussi le phénomène. Puis, il y a un autre phénomène, c'est que les jeunes qui veulent se former, ils sont un peu, en général, obligés de quitter le secteur, souvent la région. Et puis là, ben, tu te crées un milieu de vie. Exact. Quand tu es 3, 4, 5, 10 ans à l'extérieur, là, avoir le goût de revenir. Moi, je suis parti en 93, je suis revenu en 2006. Puis je ne pensais jamais revenir. Et puis au bout du compte, je suis très heureux. Je trouve que le milieu de vie est extraordinaire. Et ça prend aussi des possibilités de travail. Au niveau du milieu de vie, je pense que personne ne doute que c'est un bon milieu de vie au nord du lac. Mais il faut pouvoir travailler dans son domaine aussi, je pense. Exact. Et là, le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre nous amène à avoir des emplois dits qualifiés, peut-être davantage que l'on a. Tu sais, moi, on a vécu les années 90, fin des années 80, début des années 90, où c'était l'inverse. Hein? Ah oui. Je veux dire, on disait aux jeunes, écoute, si tu veux de l'ouvrage, va-t'en à l'extérieur, mais on sait que ça partait aussi. La célèbre image d'un autobus par semaine. Exact, à ce niveau-là. Et on en paye aujourd'hui les conséquences, mais c'est que tu veux, il n'y en avait pas. Il y avait peu d'emplois à ce moment-là et de disponibles. Et à la minute où est-ce qu'on a ouvert davantage les vannes en ce qui regarde, entre autres, tout le travail avec l'informatique, la robotisation, on s'est rendu compte que c'est pas vrai qu'on avait moins de jobs. Là, ça l'a suscité tout un... Et on avait envoyé nos cerveaux à l'extérieur. Oui. Ah, t'inquiète pas, je suis revenu. Ah, OK. Oui, c'est à suivre aussi, mais en tout cas, une super belle stratégie. Je vous suggère d'aller voir leur site internet, oselepayesdesbleuets.com. Et aussi, on peut devenir ambassadeur, il y a plein de choses pour ceux qui veulent revenir en région. Si vous connaissez des gens qui cherchent de l'emploi ou même si vous êtes un employeur qui cherchez de la main-d'œuvre, c'est une plateforme extraordinaire là, pour le recrutement, effectivement. Oui. Bon, ben on va souhaiter longue vie au nord du lac avec plein de monde qui vont arriver dans D'ailleurs, notre coin. c'est un autre phénomène. Hein. C'est vraiment...
lors du lancement, il y avait le préfet Simard qui disait que c'est une façon aussi de revitaliser certains milieux, cette stratégie de main-d'œuvre. Parce que, oui, on le sait, le manque de population a amené dans beaucoup de municipalités la fermeture du magasin, la fermeture de l'épicerie. Tu sais, il te reste quoi pour attirer à un moment donné, quand tu es obligé de faire 20-25 km pour aller faire ton épicerie? Tu te dis, bon, mais peut-être que je pourrais déménager plus proche de l'épicerie que. C'est tout le phénomène. Mais ça fonctionne, hein? Moi, en tout cas, ma conjointe est un bon exemple. Elle voulait faire de l'expérience dans son domaine. Elle s'est trouvée un emploi, c'est une fille de Montréal, elle s'est trouvée un emploi à Saint-Félicien. Et puis, bien, aujourd'hui, c'est une fille du lac. Elle a 3 enfants et le reste de sa carrière qui va se faire ici, au Lac-Saint-Jean. Puis en plus, elle te supporte. Elle me supporte en plus. Oh non, une sainte. Parlons maintenant du lien Beauwater-Milo. On sait que la MRC a cessé d'entretenir ce lien-là entre le chemin Beauwater et la municipalité de Saint-Ludger-de-Milo. Et là, on voit que ça commence à créer du mécontentement. Il y a des entrepreneurs qui commencent à trouver ça difficile. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les problèmes qui vont arriver avec tout ça? Bien, en fait, quand on a construit le lien, c'était effectivement pour favoriser le transport, entre autres le transport lourd, OK? C'est un chemin hors réseau, là, donc tu peux charger, comme on dit, là, pour l'amener. Et c'était aussi dans l'optique en se disant, le lieu de transport de transfert du Lac-Apol, OK, de la mine de Lac-Apol, ça va être Saint-Ludger-de-Milo. Ça permettait donc d'avoir un transport routier pour se rendre au parc industriel dans le secteur Mistassini, où là, on aurait changé de moyen de locomotion, on l'aurait mis sur le train, OK, le minerai. Or, on a construit ce genre au coût de la MRC. C'est la MRC qui a effectivement investi dans la réalisation du chemin. Et on s'est dit à un moment donné, bon, c'est qui l'utilise? Il y en a combien qui l'utilisent? Parce que là, actuellement, il n'y en a pas de transport de minerais de Saint-Ludger. Bon, c'est qui l'utilise? Et on s'est rendu compte que peu d'entreprises de transport l'utilisaient. Parce que tu avais le transit des marchandises ou des produits que l'on y amenait, de la matière première qu'on y amenait, se faisait, oui, par le chemin Beauwater en haut, mais pas nécessairement via Saint-Ludger-de-Milo, tout ça. Et on s'est rendu compte que, de mémoire, on disait qu'il y avait entre 2 et 3 entreprises, dont une de ces entreprises actuellement a fait une intervention auprès de la MRC lors de la dernière séance en disant, écoutez, nous, on l'utilise. Et la MRC avait demandé aux usagers, aux utilisateurs, bon, bien, aidez-nous à défrayer une partie du coût. Et il n'y avait pas eu de réponse positive. Bien, je veux dire, quand ça a toujours été payé par quelqu'un d'autre, après ça, tu n'as pas le goût de payer parce que tu as l'impression que c'est pas à toi de payer. C'est ça. Donc, tu sais, l'entreprise disait, nous aussi, on en paye des taxes municipales, puis mais ce n'est pas un chemin municipalisé. Ce n'est pas, c'est véritablement un chemin hors réseau. Alors, on en est là. Je pense qu'il y a eu une forme d'ouverture lors de la dernière séance en se disant, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est les usagers, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider à contribuer à l'entretien? On ne dit pas qu'on ne veut plus l'entretenir en soi. Là, mais tout seul, on dit oui, on ne veut plus l'entretenir tout seul. Alors là, je pense qu'il va y avoir des rencontres entre les usagers, qui sont les entreprises donc qui l'utilisent davantage, et les usagers et la municipalité pour dire, bon, bien, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le dégât? C'est sûr qu'au niveau actuellement, des usagers actuels, on se disait, tu sais, si tu ne l'entretiens pas, la voie sur laquelle tu as quand même investi quelques millions de dollars pour le faire construire, elle va se dégrader, puis elle va véritablement se dégrader. Donc, pourquoi est-ce que c'est qu'on a investi
tant d'argent, c'est de l'argent qu'on dit qu'on envoyait. C'est sûr et certain qu'en termes d'argumentation, je pense que la MRC va devoir regarder la possibilité de dire oui, nous réinvestissons aussi dedans, mais nous voulons avoir une aide qui origine des usagers à ce niveau-là, tant et aussi longtemps que tu vas avoir un nombre limité d'usagers. Si ça se met à rouler et à être très, très utilisé, je pense que ça va changer. Davantage, exactement. Et là, ça va permettre de dire, bon, bien, écoutez, on est plusieurs usagers. Est-ce que le ministère des Transports, pas des Transports, mais le ministère des Ressources naturelles ne peut pas en prendre un peu plus sur son aile? Hein? On les aime bien. Dolbeau-Mistassini qui a fait une entente avec le CA-UQAC. Moi, je n'ai pas suivi ce dossier-là, mais je sais que tu étais à la conférence de presse. Oui, c'est ça. C'est le Centre d'expertise de développement entrepreneurial qui a vu le jour il y a 20 ans. Oh. Ça fait depuis 20 ans que cet organisme-là existe. Et la ville de Dolbeau-Mistassini a décidé d'être partenaire avec eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es partenaire avec eux, premièrement, c'est pour une période de 3 ans et demi sur laquelle ça te coûte 35 000 $ pour être partenaire. Donc, on n'en est pas au calcul là, de l'impact ou de la rentabilité. On en est, oui, sur une forme de rentabilité. Et comme disait le maire, oui, on est partenaire, mais ça permet de faire en sorte que des entreprises d'ici qui ont besoin pour se développer d'une forme d'expertise, que ce soit des ingénieurs, des informaticiens ou quoi que ce soit, de bénéficier de services qui originent de là. Or, le centre d'aide, pas d'aide, mais de développement entrepreneurial, lui, permet de faire en sorte que oui, vous avez besoin d'un ingénieur pour pouvoir permettre de faire des études un peu plus sur votre produit là-dessus. Et vous allons payer 50 % de la facture. Et donc, vous payez 50 % de la facture. Et nous allons aller chercher une ressource que vous avez besoin, partout au Québec ou à l'université si elle est présente, et de faire les recherches et le développement que vous avez besoin. Ce développement-là appartient à l'entreprise qui le fait. Ça permet aussi, je ne sais pas, moi, dans le milieu de Dolbeau-Mistassini, on a une étude de faire en sorte qu'on utiliserait les écorces de bois pour faire comme produit magique là, pour amener. Or, là, ça, c'est le milieu qui le fait. On peut s'adresser, la ville ou les organismes de développement économique peuvent dire, écoutez, nous aimerions faire une étude plus poussée sur l'utilisation des écoles pour faire tel produit. Est-ce que, là, les ressources disponibles peuvent embarquer et faire l'étude, réaliser l'étude. Alors, ça permet, oui, d'avoir un outil de plus, comme disait le maire Pascal Cloutier. Ça permet d'avoir un outil de plus pour assurer des questions de développement économique chez nous. Oui, clairement. Avec le centre d'entrepreneuriat aussi qui va... Et le président du centre d'aide de développement entrepreneurial disait, et en passant, c'est M. Derry qui, lui, déjà été commissaire industriel à Dolbeau-Mistassini, qui est le président du conseil d'administration de l'organisme, qui disait, vous savez, ça permet de faire en sorte que plus nous aurons de gens ou de personnes qui ont un intérêt à avoir justement ce genre d'utilisation, d'expertise en entreprise, de pouvoir donc assurer une question de développement économique chez nous, en région et partout, pas juste à Saguenay, partout en région. Et la ville de Dolbeau-Mistassini devient ainsi la 3e municipalité à contribuer et à être partenaire. La première, c'est Ville-Saguenay. La deuxième, c'est Alma. Et la troisième, c'est nous autres. Et on est aussi la 3e municipalité en importance. Il y a de quoi de logique là dans la région. Donc, ça devient important de contribuer à ce niveau-là. C'est génial. Et ça l'a permis aussi, depuis 20 ans, plus de 500 projets qui ont été mis de l'avant par le centre. Et les 500 projets qui ont été amenés ont créé au-delà de 350 emplois. Et par la formule des stages,
Oui, OK? Supposons qu'ils prennent... Ils utilisent le stage pour faire l'analyse. Le spécialiste qui a été choisi, dans plusieurs cas, il est devenu l'employé de l'entreprise qui a fait objet. Et donc, l'entreprise s'assure d'une expertise au niveau de son développement sur tout projet qu'elle pourra avoir. Donc, elle le paye, puis elle a les réponses qu'elle veut avoir. Donc, bref, c'est très, très positif tout ça. Nous, on arrête pour une courte pause et on revient dans quelques minutes pour continuer cette revue d'actualité. À tout de suite! Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, on s'assure en tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. On est de retour et on continue. Écoute, il y a beaucoup de nouvelles dans le secteur. Je veux en parler parce que je trouve une excellente idée. Dolbeau-Mistassini va avoir un service de médiation citoyenne. Donc, pour essayer de régler les conflits, avoir un médiateur qui va être là à la place d'aller devant les tribunaux puis s'embarquer dans des querelles, des chicanes. Utiliser un médiateur pour tenter de résoudre en fait les conflits qu'il peut y avoir entre les gens. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? J'ai peu lu, j'ai vu apparaître l'information. Je n'ai pas couvert exactement le contenu de ça. Okay. Bon, en termes d'idées, tu sais, la question de la médiation, ça devient, même dans les milieux de justice, OK, ça devient actuellement... Ça désengorge. Oui, ça permet de faire ça. Et il y avait le juge Isabelle Boileau qui, du temps où elle était au niveau du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme avocate, donc, qui avait mis de l'avant aussi beaucoup de pratiques de cette nature-là, de médiation, pas injuste pour qu'on se ramasse en cours pour déterminer que un divorce se complète de telle façon. Ça permettait de développer, dans beaucoup de cas, on offrait ce service de médiation qui permet, oui, d'avoir une approche judiciarisée d'un conflit, mais une approche peut-être pas juste du moins conflictuelle. Exactement. Et en général, les gens qui utilisent un médiateur, on règle le problème en grande partie. C'est ça. Ça peut être effectivement...
Où je m'interroge, par exemple, et fort probablement que les promoteurs vont être en mesure de nous donner des réponses là-dessus, on est quand même dans un milieu où, oui, la médiation, ça se fait si je suis dans un conflit où on ne connaît pas beaucoup. Les opposants se connaissent plus ou moins. Ça permet effectivement d'avoir un premier contact de communication qui te permet. Ici, on est quand même, tu sais, dans certains conflits, ça peut être des conflits aussi qui originent de problématiques de personnalité. Un peu comme moi puis toi. Oui, tu sais, dans ce genre-là, là, tu comprends? Alors ça, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut avoir l'impact là-dessus, ou je ne sais pas si on a tenu compte de cet élément-là aussi. Des fois, le juge permet de trancher. Ça ne permet pas de régler le problème entre les deux individus ou les deux... Mais déjà, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction parce qu'on est toujours plus fort quand on coopère. Puis, je veux dire, si on met de l'eau dans notre vin, si tout le monde veut vraiment négocier, là, s'entendre, bien, je pense qu'il y a une manière d'y arriver. C'est sûr que si les gens veulent rester sur leur position, bien là, t'es tous mis d'aller au juge. Là, c'est long, ça coûte cher, et puis souvent, bien, c'est pas toujours en ta faveur. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça permet de voir la résolution de conflits, fort probablement, qui n'ont pas besoin d'être judiciarisés jusqu'au bout, là, puis dans l'arrivée des solutions. Très intéressant, on va suivre ça aussi, voir comment ça fonctionne. Boycott du lait américain, parce que là, on sait, il y a une ouverture, il y a une brèche dans la gestion de l'offre au niveau de la nouvelle ALENA, là, qui a un nouveau nom que je n'ai pas encore assimilé. Non, mais c'est vrai, je vais être honnête. Et là, il y a entre autres un épicier à Saguenay qui a dit moi, j'en aurais pas de lait américain sur mes tablettes. Puis il s'est pas excusé, il a dit nous autres, on va encourager les gens de chez nous. En plus, on a des laiteries, là, il y en a là, ici. Là, c'est assez simple d'acheter du lait, pas rien que québécois, mais du lait saguenéen, janois, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les gens vont suivre? Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans, c'est-à-dire, bon, ben, je vais payer 50 cents de plus, puis je vais acheter mon lait qui vient de chez nous? Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'y crois beaucoup parce que c'est ce que je fais. Je prône et j'agis beaucoup en fonction de l'achat local, même si souvent, ça me coûte plus cher, mais j'ai aucun problème avec ça. La question avec le lait, entre guillemets, américain, c'est qu'il va se retrouver dans les produits. Oui, ça, c'est un autre enjeu. Donc, tu arrêtes de consommer du fromage. Ouais, ça dépend lesquels fromages. C'est ça. Moi, j'achète juste du Saint-Laurent. Tu sais, est-ce que, justement, la coopérative ne voudrait pas, à un moment donné, dire « Écoute, Lynn, ça nous coûte vraiment moins cher quand tu vas sauver. » Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être plus là-dessus qu'on peut avoir de la problématique. Il faudrait que le produit qui soit sur la tablette ou qui n'est pas sur la tablette a été identifié comme contenant du lait d'hier. Oui, ça, je pense que ça va être super important de montrer produits québécois ou exact, pas. Là. De plus en plus, là, surtout au niveau de l'alimentation. Mais je pense que les gens vont suivre. Moi, je pense que les gens oui, ça là-dessus, c'est drôle. Hein? Moi aussi, je pense que ça peut se faire. Est-ce que ça va aller jusqu'à ne pas acheter du Ford ou du GMC? Je ne te parle pas de lait, naturellement. Je te parle d'aluminium et de fer qu'on vend aussi aux États-Unis, puis qui rentrent, puis qui sont attitrés avec... Tu sais, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Parce que sur la question du lait et sur la question de produits agroalimentaires, on se souvient que lors des négociations sur cette entente-là, à un moment donné, quand il y a eu imposition effectivement de droits, entre guillemets, compensateurs décrétés par Trump, ça a fait en sorte que nous, au Canada, on disait, écoutez, on va acheter plus de Heinz. Hein? Vous achetez une autre compagnie, là, quand vous achetez votre ketchup. Ben, ça a marché. Ben oui, ça a marché. Moi, je ne jette plus de Heinz. C'est ça a marché. Oui, je n'étais pas au courant, maintenant je le suis. C'est ça. C'est important de s'informer. Exact. Ça, c'est ce genre de boycott-là, parce qu'on n'a quand même pas aimé cette attitude arrogante, et je le maintiens, de la part des États-Unis en regard de cela. Puis il y a une réalité, là, puis les gens s'en aperçoivent pas. J'entends souvent, moi, le discours, de toute façon, on ne peut rien faire. Moi, je crois que quand tu achètes, tu poses un geste politique tout le temps. Moi, je fais toujours mon épicerie à Saint-Gédéon parce que je veux les encourager. Je l'aime, ma petite épicerie. Je veux, tu sais, on fait des choix et puis il faut être conséquent avec nos valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui ont plein de belles valeurs, mais en action, qu'est-ce qu'on pose comme action
pour promouvoir nos valeurs. Moi, je pense que c'est hyper important, en fait, de faire ça. Puis, en tout cas, je vais continuer à encourager les produits locaux. C'est évident que Au niveau des autos, il n'y a pas encore d'autos qui sont faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, pas encore. Bien, il y en avait. En tout cas, non, il n'y en a pas. OK. Hey, tu es fan de course, toi? De course? Course à pied? De course à pied? Fais-tu ça? Regarde. Ah non, ça veut dire non? Non, mais il y a la Fondation sur la pointe des pieds qui va lancer une nouvelle compétition au mois de février. Et ça va être la traversée du lac à la course. Hein? On ne peut pas la faire l'été parce que, bon, Jésus, il y en a juste ça. Mais c'est intéressant avec des petites raquettes. Il va y avoir un 10 km, un 32 km, traverser le lac à pied pour faire une levée de fonds pour la Fondation sur la pointe des pieds. Beau défi, en tout cas. Je voulais juste en parler. Je trouve que c'est un beau défi. Ça entre donc, non pas en compétition, mais ça, tu sais, la traversée qu'ils font. Ouais, je pense que c'est. Ouais. Ça doit être lié parce qu'ils faisaient. Marchent sur 2-3 jours, les deux Mario. Parce que là, ça va être vraiment une course. Ah, c'est vraiment en course et non pas à marche. Oui, vraiment. On court. Ça va être vraiment pour les athlètes. En tout cas, je lance ça. S'il y en a qui ça intéresse, hein, vous avez le goût de faire un petit jogging d'hiver de 32 km sur le lac Saint-Jean, pourquoi pas? La vue est superbe. Passons maintenant au sujet de l'heure, hein, le grand changement dans le monde. En fait, on est le deuxième pays au monde, le premier pays du G7 à légaliser le cannabis. C'est fin. À partir de ce matin, là, quand vous écoutez l'émission, c'était la semaine passée, puisque nous, on enregistre le mercredi avant la semaine où ça passe. Donc, légalisation du cannabis. Depuis aujourd'hui, on peut acheter dans la Société du cannabis québécoise. Je sais pas le au Québec, oui. Au nom exact. Ou en ligne, parce qu'il n'y a pas de succursale en région. On peut donc y aller en ligne. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme le bug de l'an 2000. On en a parlé énormément, mais je ne pense pas que ça va faire des grands changements. Je pense que 20-25% des gens qui consommaient du cannabis vont continuer à en consommer, puis ça devrait pas mal rester dans ces zones-là. Ça ne veut pas dire non plus, je ne fais pas l'apologie dans le sens où ça reste pas bon pour la santé, comme la cigarette, l'alcool et tout, plein d'affaires, le gras, le sucre, maison. Ça, on dirait qu'on ne peut plus rien manger pour du brocoli. Là-dessus, je veux ton avis là-dessus. Et autre chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une mesure qui est mise en place par le gouvernement fédéral pour donner le pardon à ceux qui ont un casier judiciaire parce qu'ils avaient été pris par possession simple de cannabis. Tu sais, avant, tu avais un casier judiciaire. Et là, il va y avoir une mesure qu'il faut que les gens appliquent, là, et ils font une demande de pardon, mais qui sera... Il va être accordé. Ah, tu vois, gars, j'ai pas vu ça. Ouais, parce que c'est une problématique. Là, ça devient légal. Donc, le geste que tu as posé qui était illégal devient légal. Donc, c'est pas automatique. Il faut que les gens fassent la demande. Mais il y a une mesure qui va être posée aussi pour permettre aux gens quand même d'avoir une... de faire effacer un dossier judiciaire. Un dossier judiciaire, ce qui n'est pas plate, parce que, je veux dire, c'est encore plus plate quand c'était quelque chose qui est rendu légal en plus. Oui, c'est ça. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans notre bas monde, la légalisation du cannabis? Mettons, là, on s'en reparle dans un an. Là. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer d'ici un an? Si je me fie à certains éléments caractères statistiques qui ont été sortis là, dernièrement puis que j'ai pu prendre connaissance, la légalisation du cannabis, que ce soit dans des États américains où ça s'est fait, on constate qu'il y a en déclaration plus de consommateurs. Mais, entendons-nous sur l'affaire, ça ne veut pas dire que si j'ai plus de consommateurs qu'au niveau de la population, ce qui est inconnu, et ce qui est inconnu, là, on s'est rêvé. Donc, on a peut-être... depuis aujourd'hui qui sortent du garde-robe. C'est en plein ça, là, tu comprends, ils deviennent bons. Ça l'a permis de voir ça. Donc, on a peut-être un meilleur portrait dans un an de c'est quoi la consommation du cannabis à l'échelle là, du... Parce que, théoriquement, le marché noir qui existait va tout fort probablement être encore présent, mais ça va devenir plus facile peut-être de s'en procurer sans avoir à aller sur le marché noir ou des choses comme ça. Je ne connais pas bien ça. Il y avait un reportage de Radio-Canada très intéressant là-dessus où on voyait des gens qui disaient « Moi, là, puis pas des jeunes, là, des gens qui ont 40, 50 ans, ils disent « Moi, ça fait 20 ans que je jette sur le même dealer. Je connais ses produits, je connais tout ça. Pourquoi je changerais? » Puis aussi, l'image qu'on a des dealers, c'est pas nécessairement le petit gars avec la calotte à l'envers dans sa Honda Civic là, qui deal au coin de la rue, mais c'est plus des gens de 50, 60 ans qui font ça depuis des années. La perception qu'on a, elle est peut-être fausse aussi. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça là,
au niveau des revendeurs. Parce que je pense que le marché noir, même la Société du cannabis a dit qu'il voulait accaparer 30 du marché d'ici un an. Ouais, un an. Bon, est-ce que ça va se faire? Ça, c'est une autre question. Comment? Est-ce que ça va aller plus loin que ça? Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler 100 Écoute, je serais bien surpris. Là. Non, ouais, moi, je pense que le marché noir ou enfin le producteur ou les producteurs qu'un vendeur noir vont quand même continuer si ça allait bien. Ça va être présent. Est-ce que ça va avoir une influence sur les prix, toutes ces choses-là? Ça, on verra. Ouais. On verra qu'est-ce qu'il y en a. Mais au départ, j'ai énormément de difficultés à me faire une idée claire, moi. Mais je pense que c'est la meilleure position à prendre. Parce que je lisais, entre autres, une chronique du pharmacien qui expliquait là, un peu tout ce qui est dit, puis là, on dit ça, puis on dit ça, mais je pense qu'il y a des faux arguments un peu partout. Laissons le temps, faisons une analyse. Tu sais, je pense que ça prend du temps aussi là, pour voir. Là, à go, on voudrait savoir déjà ce qui va se passer, mais c'est difficile. D'où la notion de laboratoire. Oui, on va être un laboratoire pour le monde. Exact. À ce niveau-là, je pense que ça va être à observer. Il y a peut-être aussi la forme de disponibilité. Tu sais, actuellement, même si c'est légal, de Beaumont-Mussosini, si tu veux en avoir, là, à moins que d'aller voir ton ancien boucheur. Oui, il ne faut pas que tu sois pressé, parce que là, exact, il va falloir que tu y ailles avec Internet. Puis là, ça se peut que Post Canada soit en grève la semaine prochaine en plus. Alors, il y a ça. Il y a probablement, il va y avoir au niveau de la Société québécoise du cannabis. Du cannabis. SQDC. La SQDC? Oui, je pense. Ou SQC? Non? En tout cas. On le verra. On va venir habitué à le voir avec la petite feuille verte. Donc, si c'est eux autres, ils vont fort probablement y avoir des succursales qui vont s'étendre aussi actuellement. Là, il y en a 12, on parle de 100 à 150. Qui devraient s'établir partout. Là. Fort probablement qu'à Saguenay, ils vont... il était supposé d'être dans la première vague, puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ne sont plus là. Fait qu'ils vont probablement être dans la deuxième vague de succursales. OK. Je pense que ça, en tout cas, si on veut être cohérent avec l'idée de diminuer le marché noir, de contrôle de qualité, etc., il faut au moins qu'il y ait une succursale par région. Là. Au moins par région. Et dans certains centres, je pense. Ça n'est pas... de susciter la vente pour la vente, là, mais regardons, des régies de l'alcool, à un moment donné, on s'est dit, on va en mettre aussi dans des milieux, des épiceries, on va vendre, on vend pas de cognac. Ils vont peut-être faire ça, là, du pot express dans les dépanneurs, comme il y a la SAQ Express. Tu vas voir, c'est fort probable que ça peut aller jusque-là, là-dessus. Mais il y a toute une notion, hein? On va voir. Sur la vente. On expérimente. Sur la vente, là, tu as toute une notion aussi d'information qui se doit d'être donnée. Jusqu'à quel point la personne la prend. Oui, ça va évoluer, là, parce que je voyais déjà, je ne me rappelle plus du nom du chef, mais il y a un chef cuisinier qui va sortir un livre de recettes sur le cannabis. Fait qu'on est rendu là, ça a l'air. Fait qu'on va... On va tout voir ça. On va voir ça. Il y a des vieux qui ont été habitués à se faire dire que c'était pas bon pour rien. Puis, mais je pense pas que ça ne sera jamais bon pour la santé, là, comme l'alcool, la cigarette et puis le sexe. Non, ça l'a permis à la pègre ou de pouvoir s'enrichir pendant plusieurs années. Oui, ça, puis le domaine de la construction. Là, pour moi, on devrait arriver. Il va peut-être y avoir une forme de légalisation sur la construction. Ça, c'est drôle. On fait des blagues, inquiétez-vous pas. Maintenant, je veux qu'on parle politique. On va revenir. C'est la CAQ a été élue majoritaire. Cette semaine, la semaine dernière, pour ceux qui nous écoutent, assermentation des députés. Donc, à chaque jour, il y a un parti qui fait son assermentation. Son serment à la reine. Deux choses là-dessus. Demain, donc vous le savez déjà quand vous nous écoutez, mais nous, on ne le sait pas encore, ça sera la divulgation du cabinet, donc qui sera ministre dans le gouvernement caquiste. Je ne sais pas si tu as des j'ai à peu près le nom du premier ministre. Oui, tu n'as aucune idée qui pourrait être ministère? Oui, on en parle, là. Les personnes qui étaient des porte-parole dans certains dossiers. Ils sont là depuis longtemps. Les Éric Kerr, je ne peux pas croire qu'ils ne soient pas ministres. Là. C'est bon. Ça n'a pas aidé, ça.
Ça n'a pas été son affaire, lui, là. Écoute, tous ceux qui ont eu des scandales ont été élus pareil. Je pense pas que ça a changé grand-chose. En termes d'image, je pense qu'il faut qu'ils fassent aussi attention de voir qu'est-ce qu'il y en a. Fort probablement qu'effectivement, lui va être là. On parle à l'Assemblée, pour le président de l'Assemblée nationale, on parle de l'ancien journaliste, effectivement, François Paradis. J'espère qu'il va qu'il fera pas ça avec le même style qu'il faisait son émission de télé. Là, de toute façon, il y a des règles un peu plus précises qui se doivent le respecter. Il y a tout un cahier à respecter là, à ce niveau-là. Donc, il y a lui qu'on pense qu'il va peut-être aller là ou quelqu'un d'autre. Je pense l'équipe aussi qui était là, il ne peut pas non plus du revers de la main, même s'il y a eu de bonnes de vedettes là, qui se sont présentées aussi. Il ne peut pas non plus les balayer du revers de la main en disant je vous donne rien, là, vous autres. Non, mais il y a une question de compétence aussi. Là. Quand tu n'as jamais été député, là, je veux dire, à gauche, tu as beaucoup de choses à apprendre. Devenir ministre en plus, je pense qu'il y a un gros pas. J'ai hâte de voir si on va aussi avoir des ministres dans la région. Parce qu'on a quand même trois députés. Il y a trois députés. Et on va avoir. On parle de Mme Laforêt. On va avoir aussi une élection partielle, nous, dans Roberval, une élection qui va faire en sorte que, tu sais, le premier ministre peut peut-être décider très rapidement de faire l'élection partielle dans Roberval, profitant du momentum qu'il a actuellement. Ce serait logique. Et, ou comme il peut attendre les fameux 6 mois que ça peut. Justin Trudeau a fait dans Saguenay. Oui. Alors, il y a ça. Écoute, on en est véritablement du nouveau. Pas nécessairement du changement, vraiment. Mais on en est à du nouveau. On en est à la députation que l'on vient d'élire à l'échelle du Québec est une députation qui en est à des premières expériences. Donc, ça peut peut-être être intéressant de surveiller comme il faut. Des nouvelles idées, une nouvelle oui, c'est à espérer. Quand le PQ est arrivé en 1976, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient aucune expérience politique. Exact, la même affaire. Donc, ça permet d'ouvrir des brèches dans des façons de faire qui étaient peut-être pas correctes ou non désirées là-dessus. Je t'amène sur un autre point. Je voyais ça aujourd'hui, c'était l'assermentation des députés de Québec solidaire. Et déjà, on veut proposer d'abolir le serment à la reine. On sait que c'est une tradition, mais bon, est-ce que c'est encore quelque chose qui est pertinent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, toi? La notion de la sermentation, ça m'apparaît important. La sermentation, je suis d'accord. Mais maintenant, de le faire à la serment d'allégeance à la reine, ça, effectivement, je veux dire, au niveau des... je suis pas sûr que la reine écoute, là, est en train d'écouter. Oui, tu l'as bien fait. Et le parti, je sais qu'au niveau du Parti québécois, quand même, quand on fait ce serment-là, on fait davantage un serment au peuple québécois là, dans l'attribution des mots que l'on fait. Je pense plus que ça va être fait. J'ai vu, tant au niveau, il me semble que j'en ai vu aussi au niveau de la CAQ, moi, ce qu'on prononçait le discours d'allégeance, non pas à la reine, mais parce qu'en fait, c'est un discours d'allégeance à la reine qu'on dit, mais c'est un discours qui permet, par rapport à l'État. Oui. Et au peuple québécois. Là, mais la reine reste le chef de l'État canadien. Exact. Encore. Et donc, conséquemment, les provinces qui la constituent. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'elle est là, la représente. Ce n'est pas à la personnalité, enfin, en soi de la reine comme étant bon. Mais moi, je suis effectivement d'accord à ce qu'on fasse un serment d'allégeance à l'État du Québec, ou au peuple, ou devant le peuple, un des deux, que de dire on le fait à la reine, parce que le représentant, c'est au niveau de l'Assemblée nationale de l'État, c'est le gouvernement qui siège devant toi, qui tu ne fais pas nécessairement allégeance, mais que tu fais allégeance à la... Il faut qu'à un moment donné, la politique aussi, c'est correct, on est basé sur un système de partisanerie par rapport à telle et telle idée et par rapport à tel et tel parti. Ça, c'est correct, là. Je veux dire, c'est le même. On ne le changera pas. Mais le fait de prêter serment,
ça permet de faire en sorte que, oui, tu prêtes serment, non pas à un parti politique aussi. Tu prêtes serment à l'ensemble de l'État du Québec, ce que ça représente, le peuple donc, du Québec. Ça te permet de dire que ta fonction, elle a, oui, fort probablement un rôle partisan à mener parce que tu vas essayer de faire en sorte que ce que tu avais indiqué va se faire, mais tu as aussi le fait que, tu sais, si dans ton bureau, là, si tu as quelqu'un qui avait voté libéral, mais qui se présente dans ton bureau et qui veut... Mais tu gouvernes pour tout le monde. Exact, exact. Oui. C'est ça que ça permet d'avoir, de se sensibiliser et de se dire, bon, ben oui, la personne qui est devant moi, là, que je suis son représentant à l'Assemblée nationale, mais elle a une problématique avec l'organisme ou les organisations du gouvernement, ben oui, je deviens son avocat ou son avocate, dépendamment du fait. D'ailleurs, le discours de François Legault, j'ai trouvé... en fait, est-ce qu'il va respecter ça? Mais de le dire, il disait à sa députation, il disait « On gouverne pour tous, il faut s'élever au-dessus de la partisanerie. » Moi, je suis tellement d'accord avec ça. Le problème, c'est que ça ne se fait pas nécessairement comme ça. Non, parce que, je veux dire, ce qui se présente sur le menu est souvent de fois un geste partisan. Puis surtout quand tu es majoritaire, ça fonctionne un peu comme une petite dictature. Là. On ne peut rien faire. Là. Ils vont passer les projets de loi qu'ils veulent, point barre. Dans la mesure où la loi... ça respecte la juridiction. Et ça respecte aussi la ligne de parti. Là, tu pourrais peut-être... Je vais arriver. Hein, que, non, je vote contre parce que je ne partage pas nécessairement l'idée. Il reste que ta majorité à 74 n'est pas trop. Tu peux te permettre d'en parler un ou deux temps. Oui, c'est ça. Puis en général, il oblige la ligne de parti. Fait qu'on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Hey, merci Jules d'avoir encore passé une belle heure avec moi à discuter de cette actualité. On continue à suivre les dossiers partout au Québec, au Canada. Et j'aimerais noter que maintenant, si vous avez des chiens, vous allez pouvoir aller dans les parcs nationaux du Québec. C'est maintenant permis. On fait des tests depuis quelques années. Et là, maintenant, on va pouvoir amener nos chiens en laisse là-dessus. Donc... Avec ton gant? Ah, ben avec ton... Oui, j'espère. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Les fientes de chien, là, ça brûle pas mal. Beaucoup de choses. Pas avec les pelours. Pas avec les pelours. Non, puis là, c'est parce que tu piles là-dessus. Tu sais, tu es dans le bois, tu veux jouer, puis là, non, c'est désagréable. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait des tests pour s'assurer que ça allait bien se passer. Merci Jules, on se dit à bientôt pour une nouvelle revue d'actualité. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!